Merci beaucoup, camarades. Merci d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette conférence publique qui va porter sur le bilan de la 13e législature et la perspective pour la 14e législature à venir. Cette conférence publique sera animée par M. Abdou Fall, que l'on ne présente plus. M. Abdou Fall a été par 2 fois député à l'Assemblée nationale. Il me rectifie. 3 fois donc, député à l'Assemblée nationale. Il a eu 3 mandats de député entre 1998 et 2010. 1998, 2002 et 2007. Il a été par 2 fois président du groupe parlementaire de l'opposition en 1998 avant l'alternance de 2000 et de la majorité en 2002. Il a par ailleurs été 2e vice-président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2010. Président délégué à l'Union interparlementaire de Genève en 1998, président délégué à l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 2007. Sous vos applaudissements. Merci. Il va donc nous parler du projet du contrat de législature en termes de bilan, mais aussi en perspective. À la suite de Monsieur le ministre, honorable député, nous aurons l'honorable député, M. Seydou Diouf, qui va nous parler également de l'expérience de la législature, de la 13e législature, les grands enjeux de société qui ont été portés à l'Assemblée nationale, les enjeux d'acquis, de consolidation de la démocratie sous la 13e législature, mais aussi de protection des ressources naturelles, etc., etc. Sans trop tarder, parce que nos amis journalistes ont beaucoup attendu, nous allons démarrer par la présentation de M. Abdou Fall sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Ma présence se justifie ici un peu comme personne ressource qui a eu la chance d'avoir traversé le Parlement à un moment charnière de l'histoire politique du Sénégal. J'ai eu la chance d'avoir été au cœur du Parlement avant l'alternance de 2000 et après l'alternance de 2000. Et cette expérience a été complétée par celle de mes collègues ici présents qui vont peut-être se placer dans une perspective de mise à jour. Alors, je pense que cet exercice intervient à un moment très important de la campagne électorale en cours. Le moment que nos amis de la cellule comme ont choisi pour passer à cette étape, la dernière semaine de campagne, pour parachever, compléter et accompagner tout ce qui s'est dit depuis et fait depuis lors, sous la direction de notre sœur, Madame la Présidente Aminata Touré, tête de liste de la coalition. Je pense que c'est un exercice qui intervient à un bon moment. Parce que c'est là, après le débat politique inévitable, on s'engage sur la dernière ligne droite pour livrer aux citoyens électeurs les lignes de force du contrat que notre majorité entend soumettre à leur vote dimanche prochain. Alors ce contrat de législature, ce qu'il faut en retenir fondamental, c'est qu'il est important aujourd'hui qu'on reprécise les missions de l'Assemblée et le rôle du député dans une république et dans une démocratie. Et dire 2 choses essentielles, mon avis.
La première, j'entends souvent dans le débat public la référence à ce que certains appellent les majorités mécaniques. On semble reprocher aux députés de l'opposition d'accompagner l'exécutif dans ses projets qu'il soumet au Parlement. Ceci relève d'une incroyable méconnaissance du fonctionnement des institutions et du rôle des institutions. Une majorité, elle est faite, une majorité politique dans un régime présidentiel, elle est faite pour accompagner le président et son gouvernement dans la traduction de ses objectifs et ambitions politiques en projet qu'il soumet au vote du Parlement et également définir les moyens par lesquels, par le vote budgétaire, le gouvernement met en œuvre les différents projets qui structurent sa vision et qui structurent son programme. Par conséquent, le premier devoir du député de la majorité, c'est un devoir de loyauté vis-à-vis de l'exécutif. Parce qu'ils appartiennent à une même famille et il faut bien qu'il y ait de la cohérence dans les actes qu'on pose. Le président de la République a la responsabilité de définir et de faire mettre en œuvre sa politique, la politique sur la base de laquelle il a été élu par son gouvernement. Maintenant, les différents axes de sa politique sont traduits en projets politiques et ces projets politiques sont traduits en lois votées par le député. Par conséquent, il est incohérent qu'un député ne se mette pas au service de sa majorité pour traduire en fait par la loi et par le budget les moyens de la politique définie autour de laquelle ils ont été élus. Donc dire qu'un député il fait du vote mécanique, ça n'a pas de sens en politique, ça n'a pas de sens en démocratie. Il est là pour ça. Il est là pour accompagner la majorité politique, incarnée par le président de la République et son gouvernement. Donc ça, c'est un petit débat vraiment qu'il faut définitivement, auquel il faut tourner. La deuxième chose, un député, il a un double devoir de loyauté. Loyauté par rapport à la majorité qu'il a investie et au nom de laquelle il siège au Parlement. Mais également, il a un devoir de loyauté vis-à-vis des citoyens. Parce que dès lors qu'on est député, on devient député du peuple, on cesse d'être député d'un camp, on est député du peuple, donc on doit être attentif à ce que les lois soumises à notre vote soient le plus conformes possible aux attentes des citoyens, prises individuellement comme collectivement, à l'échelle des communautés comme à l'échelle des différents secteurs d'activité. Et c'est ça qui est intéressant et passionnant et qui fait le charme de l'exercice du mandat parlementaire. Nous avons un devoir de loyauté vis-à-vis de notre majorité, mais nous avons aussi un devoir de loyauté vis-à-vis des électeurs pour jouer le rôle d'interface entre la décision politique et les attentes citoyennes. Parce qu'il arrive parfois que l'exécutif décide de politique qui, sous certains aspects, méritent d'être corrigés, rectifiés, pour qu'elle soit le plus conforme possible aux besoins, aux attentes et aux intérêts des citoyens et des différentes catégories de la population. Alors c'est pourquoi au député, en vérité, la fonction la plus intéressante du député, elle n'est pas visible.
Parce qu'en vérité, un député est presque un syndicaliste au service des communautés et au service des groupes socio-professionnels. Et il est courant que le député, devant voter une loi, procède à des échanges avec les acteurs du secteur concerné pour que les lois soient le plus conformes aux attentes et aux aspirations. C'est ça qui est et ça, c'est la partie non visible de la fonction de député. Cette double loyauté vis-à-vis de cette majorité et la loyauté vis-à-vis du citoyen. Alors, donc ça, c'est d'abord quelque chose de fondamental qu'il faut retenir pour que le débat sur le rôle, la place de l'Assemblée et du député soit bien campé. Donc, dire au député, parce qu'au député, s'il n'est pas fidèle, voilà, et loyal par rapport à sa majorité, je me demande qu'est-ce qu'il fait. Une majorité ne peut pas t'élire, tu viens à l'Assemblée et tu votes toutes les lois que cette même majorité se met. Donc tu bloques toi-même le fonctionnement des institutions, ce qui n'a pas de sens. Maintenant, la démocratie, c'est aussi autre chose. C'est le gouvernement de la majorité, dans l'intérêt général et dans le respect des droits de la minorité. La minorité a des droits et il appartient à la majorité aussi de veiller à ce que ces droits ne soient pas bafoués. Ça aussi, c'est des mécanismes de régulation qui se font au niveau de l'Assemblée. Il arrive parfois d'ailleurs que l'opposition soit surreprésentée dans des instances parlementaires pour que le caractère pluraliste de l'Assemblée soit garanti. Par exemple, il est courant que dans une assemblée, un député qui n'est pas de la majorité, mais qui n'est pas également de l'opposition parlementaire, du groupe dominant de l'opposition parlementaire, qu'on leur donne un statut de non-inscrit pour leur donner la possibilité d'être représentés dans les instances délibératives de l'Assemblée. Donc si on s'en tient à leur suffrage, rien ne justifie qu'on puisse les porter à un certain niveau de responsabilité. Et ça, c'est des régulations internes que, par élégance politique, sur lesquelles on statue dans le cadre du règlement intérieur, c'est du reviendra certainement, madame, sur ces sujets, pour que vous compreniez mieux comment fonctionne l'ensemble. La troisième observation que je veux faire et que vous devez également intégrer, c'est que dans une démocratie, il faut qu'on sache c'est quoi la démocratie. La démocratie, c'est un exercice auquel on se livre à travers des institutions, au premier rang desquelles nous avons l'Assemblée nationale, pour que les contradictions qui sont inévitables dans toute communauté humaine puissent être gérées de manière pacifique. Et c'est pourquoi les assemblées sont par définition les lieux du débat politique. C'est pour éviter que le débat politique soit transféré dans la rue. C'est ça l'enjeu de la démocratie. Faire en sorte que les courants contradictoires qui s'expriment sur le champ politique et social puissent être reflétés au sein de l'institution parlementaire pour que le débat contradictoire puisse se réaliser là-bas et à travers des mécanismes de régulation qui nous permettent de gérer une démocratie apaisée. Gérer les intérêts des uns et des autres. C'est pourquoi on dit la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité dans l'intérêt général, mais dans le respect des droits de la minorité. C'est pour éviter que les contradictions politiques qui s'expriment à l'intérieur de la société, leur prise en charge soit transférée dans la rue, mais qu'elle se gère à l'échelle des institutions. Et l'Assemblée
est conçu comme lieu par excellence du débat politique. C'est ça qui permet qui justifie que même des courants ultra minoritaires, qu'on leur donne la possibilité d'être présents à certains niveaux et qu'on leur donne la possibilité d'exister pour porter la voix de ces ultra minorités. C'est pourquoi une assemblée, sa force est dans sa diversité. Tout ça, ce sont des éléments de cadrage. Je pense qu'il est important de faire pour que les uns et les autres, lorsqu'on parle du Parlement et qu'on parle de législature, qu'on parle le même langage. Malheureusement, dans ce pays, on est dans un bruit généralisé qui fait qu'on parle de tout, voilà, sans se donner au préalable les moyens, voilà, de maîtriser les termes du débat. Alors, ceci dit, pour ne pas être long, je dois avouer que, et c'est peut-être pour ça que ma présence ici peut avoir du sens, il faut savoir que l'Assemblée nationale a connu des progrès extrêmement importants ces 20 dernières années, et même avant la survenue de l'alternance. Lorsque nous, on était dans l'opposition, le premier grand combat qu'on a gagné, du temps du Parti socialiste, c'est d'obtenir que les députés soient associés en amont à la définition des orientations du budget. Parce que ce qui se passait avant, c'est le gouvernement qui se retrouve, les membres entre eux, qui décident de l'affectation des ressources du pays dans les différents chapitres au niveau des différents secteurs d'activité et qui venaient soumettre ce texte à la sanction et au vote du député. On s'était bagarré à l'époque en tant qu'opposition pour obtenir ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Ça a été une très grande conquête dans notre démocratie. Que le député, le gouvernement, par le ministère des Finances, viennent dire voilà les lignes directrices du budget sur lesquelles je vais travailler. Il le soumet à la lecture et à l'appréciation des députés, et les députés lui disent écoutez, c'est peut-être bien, mais il y a tel ou tel secteur qui mérite pour telle ou telle raison d'être davantage pourvu en ressources pour répondre au mieux aux besoins des citoyens et des communautés. Donc, le débat d'orientation budgétaire est une conquête extrêmement importante en démocratie parlementaire. Et ça, c'est nous qui avons mené ce combat à l'époque. J'étais le président du groupe parlementaire. On était avec le socialiste Agne, Abdourahim Agne, qui était le président du groupe majoritaire. Et on a eu des échanges. Et ça, dans la conclusion, peut-être je reviendrai sur ça, parce que ce qui était remarquable dans cette période-là, c'est que le député de l'opposition n'a jamais été dans le nihilisme. On défendait nos opinions, on défendait notre vision, on défendait notre ligne, mais on s'est aussi négocié des compromis avec la majorité pour faire avancer des lois, pour porter ensemble des lois qui vont faire avancer la démocratie. Il était fréquent dans l'opposition, comme moi et Agne. On se retrouve même en dehors de l'Assemblée pour échanger sur certains sujets qui permettent. Et là, comme eux, ils sont majorité, si on trouve un consensus, il les fait porter par sa majorité politique, la direction de son parti, et s'il valide sur certains sujets, on fait un vote groupé, unanime. Par exemple, la loi d'orientation budgétaire, on l'a votée ensemble. Je me souviens aussi d'une loi, lorsque le régime socialiste avait introduit une loi sur la pratique de l'excision, pour interdire la pratique de l'excision. Ça, ce sont des types de lois difficiles, parce que c'est sur des sujets de société, c'est une question sociétale. Parce que là, on s'attaque, disons, on est sur un champ qui relève de la croyance, de la culture, voilà, de la tradition. Si on veut légiférer sur ces lois, il y a naturellement des résistances du côté des communautés qui développent ces pratiques.
Lorsque le président Diouf a voulu porter cette loi, Agne m'a invité en tant que président du groupe. On a échangé. J'ai consulté à l'époque le président Wade, qui était même en France. Je lui ai dit, écoute, voilà, la majorité soumet une loi sur la fusion. Qu'est-ce que, voilà. Il me dit, ah non, si, ça, c'est une bonne loi. On la soutient. Et ensemble, on a voté cette loi. Et ensemble, on a négocié avec les communautés résistantes. Je ne citerai pas de nom, mais de très hautes personnalités religieuses et sociales s'étaient insurgées contre cette loi. Et c'est ensemble, majorité et opposition, qu'on a discuté avec ces autorités-là pour permettre, accepter, de faire accepter. Finalement, ils l'ont accepté avec des réserves, mais quand même, la loi a été votée parce que c'était une loi qui vraiment faisait entrer le Sénégal dans la modernité aussi. Parce que ça aussi, c'est la fonction des lois. Une loi, elle vient sanctionner une pratique sociale. On légifère pour sanctionner une pratique sociale établie, pour s'aligner sur des faits de civilisation, mais on légifère aussi pour tirer une société dans une perspective d'avant-garde. Et cette loi, ça fait partie des lois d'avant-garde qu'on a votées ensemble. Alors, donc ça aussi, ça a été cette culture d'échange, de partage, que je ne retrouve plus. C'est pourquoi moi, quand je vois les débats présidentiels maintenant, franchement, où on est dans le cynisme total, rien n'est bon, il faut boum, boum, boum. Ça me fait rire, parce que le Sénégal avait dépassé cette façon de faire la politique. Et pourtant, on a eu l'alternance pacifique. Alors, donc ça, c'est une avancée aussi extrêmement importante qu'on a eu à obtenir, c'est ce qu'on a appelé les questions au gouvernement. Obtenir que le Premier ministre, mais ça c'était après l'alternance, ce n'était pas sous le régime socialiste. On avait engagé le débat avant la chute des socialistes et on l'a poursuivi après l'alternance et finalement on a obtenu que le Premier ministre, après sa déclaration de politique générale, périodicité établie, qu'il vienne devant le Parlement avec tous les membres de son gouvernement pour répondre à direct aux questions des députés. Dans des séances qui sont radio-télévisées pour que le citoyen puisse en direct avoir l'accès à une information juste, à une information fiable qui lui permet de se fonder son opinion. Ça aussi, ça a été une avancée extrêmement importante qu'on a obtenue. Alors, et il a fallu aussi négocier, et de ce point de vue, à l'époque, c'est nous qui avions la majorité parlementaire, voilà, mais ça ne nous a pas empêché, voilà, de discuter avec l'opposition, et l'opposition, naturellement. Alors, par contre, il y a encore beaucoup de discussions qui se font à l'Assemblée autour du règlement intérieur. Je n'en maîtrise plus les détails. Je pense que ceux qui sont en activité vont y revenir pour montrer comment l'Assemblée a fait. Un autre point extrêmement important comme avancée à l'Assemblée, c'est la mise en place du système de traduction simultanée. Parce qu'à l'époque, les députés non alphabétisés en français, qui ne parlent pas français, étaient quasiment exclus du débat parlementaire. Ça a aussi été une autre avancée. Avec la mise en place du système de traduction simultanée, le député a la possibilité d'entendre en direct les différentes commissions dans sa langue maternelle, dans sa langue nationale, et de pouvoir participer au débat au même titre que ceux qui maîtrisent la langue française, qui continue de rester notre langue officielle. Aussi une grande révolution au Parlement pour mettre à l'aise toutes les catégories de citoyens dans la vie, de leur donner la possibilité d'une participation active à la vie de l'institution. Une autre grande
différents projets. La discussion. L'aide à se mettre à jour pour répondre à toutes les questions. Le député, il était tout seul. Il se débrouillait par ses propres moyens. Moi, je montre par exemple voir lorsque j'étais député dans l'opposition. Ce sont mes amis qui sont dans le gouvernement, mes collègues qui sont dans les cabinets ministériels, voilà, derrière lesquels je pourrais avoir la matière première qui me permettait de tenir un débat de niveau avec les mêmes arguments que l'exécutif. Cette question, l'Assemblée l'a aujourd'hui réglée en recrutant des assistants parlementaires qui sont au service du député et dans chaque domaine où il y a une loi à voter. C'est le rôle de l'assistant parlementaire d'aller faire la collecte des informations pour permettre aux députés de se mettre à jour en termes de niveau d'information, pour échanger, voilà, avec autant de moyens que le ministre qui vient avec son parterre de conseillers et de techniciens. Ça aussi, ça mettait en avant quelque chose de très grande avancée pour que les députés soient dans des conditions optimales, voilà, de débat avec les députés. Et ça a créé quoi? Les députés de ces législatures ont beaucoup plus de moyens pour réaliser et obtenir des amendements sur les projets de loi qui leur sont soumis que le député des précédentes législatures. Parce qu'ils ont non seulement la tradition simultanée qui les met en niveau en termes d'information, mais ils ont aussi des assistants parlementaires qui les accompagnent, ce qui leur facilite l'accès à la bonne information, l'extraction fiable pour pouvoir débattre. Voilà, débattre. Objectif, plus scientifique,